Dans le Cher, les raveurs prennent d'assaut une petite commune près de Bourges, un record d'affluence avec plus de 80 000 personnes pour ce Technival. Les interventions des secours auront été rythmées par les décibels, une trentaine de personnes en garde à vue pour détention de drogue. La facture de gaz augmente à partir de demain 1er mai, une hausse des tarifs de 5,8%, une revalorisation qui s'ajoute aux augmentations précédentes. Elle concerne 11 millions d'abonnés. Les traditionnels défilés du 1er mai, défilés à géométrie variable, pas de front unitaire mais un thème global, la lutte contre les précarités et le CNE, une journée internationale des travailleurs, reflet du combat social de l'époque. La protection de l'enfance avec bientôt en discussion un projet de loi qui insistera sur la nécessité d'agir en amont, la prévention dès que possible, c'est-à-dire dès la grossesse, s'intéresser à ces mamans fragiles, vulnérables, pour être sûr qu'elles sauront accueillir l'enfant à venir. Et puis à Venise, le Palazzo Grassi, racheté par François Pinault, a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Plus de 200 œuvres et 40 salles rénovées pour cette exposition d'art contemporain qui sera renouvelée régulièrement. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Technival du 1er mai a battu tous les records d'affluence. À Chavannes, dans le Cher, 82 000 rêveurs s'étaient donné rendez-vous sur un terrain d'une centaine d'hectares. Un grand chambardement dans cette petite commune au sud de Bourges, en pleine campagne. Record d'affluence, mais aussi des saisies records de drogue en tout genre et l'intervention des secours, 10 cas d'overdose et des dizaines de blessés légers. Abdel Mustefa sur place, Yann Moine. Il faut imaginer 160 terrains de football côte à côte et sur ces terrains, jusqu'à 82 000 personnes venues de toute la France, comme ces jeunes de Loire-Atlantique. Tu viens ici pour quelle raison? Pour le son, pour me coller devant les enceintes et puis danser et tout oublier. Au platine, le DJ du collectif Nawak. Il est pas loin de 2 h du matin. Plus de 70 installations sonores, ce qu'on appelle les sound systems, sont disséminées sur le site. Un peu plus loin à l'écart, le poste médical avancé, une sorte de petit hôpital de campagne. Depuis le début du Technival, 190 personnes ont été soignées pour des problèmes plus ou moins graves. Au stand de Médecins du Monde, on fait le point sur l'occupation du site. En 48 heures, Chavannes est passé de 169 habitants à 80 000. On va dépasser, ça va être quelques heures la capitale du Cher. Voilà. Et on va avoir la ville la plus importante dans notre département, au milieu des champs. On a de la réserve de sacs poubelles. Au PC de commandement, une réunion entre autorités et médiateurs du Technival. On prépare la fin du rassemblement prévu demain midi. Pour la facture, on verra par la suite. Ça aura un coût, c'est sûr. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le jeu en valait la chandelle, parce que la facture humaine, environnementale, en termes de dégradation sur les biens, aurait été infiniment plus importante si on n'avait pas anticipé, si on n'avait pas fait le choix d'encadrer cette manifestation. Seule ombre au tableau d'un rassemblement record qui pour l'instant se déroule relativement bien, les saisies de drogue. Elles se comptent par kilo, 33 personnes ont été placées en garde à vue. L'actualité judiciaire avec le procès du crash du Mont Saint-Odile. 14 ans après le drame, un procès hors norme avec 350 parties civiles. Les audiences se dérouleront à partir de mardi prochain au parc des expositions de Colmar, dans un grand hall, vous l'avez vu, qui a été aménagé en tribunal. Un procès fleuve qui devrait durer 9 semaines. Les familles des victimes attendent depuis si longtemps de savoir ce qui s'est vraiment passé ce 20 janvier 92. Ce soir-là, un Airbus A320 s'est écrasé. 87 personnes ont perdu la vie, 9 survivants seulement. Retour sur cette catastrophe avec Christine Beauce et Virginie Liato. L'Airbus A320 en provenance de Lyon est en phase d'approche de l'aéroport de Strasbourg. Il est 19h20, la tour de contrôle le met en attente et lui fait effectuer une rotation au-dessus des Vosges pour le replacer dans l'axe de la piste. Mais là, l'avion s'écarte vers la gauche de l'axe d'approche et descend 4 fois plus vite que la normale sans que l'équipage et les passagers ne s'en rendent compte. C'était la procédure standard. Nous allons atterrir, attacher vos ceintures. Voilà. Moi, la dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir ouvert un journal et d'avoir commencé à le feuilleter, puis après, un grand trou. L'A320, avec 96 personnes à bord, s'écrase sur la Blosse, près du Mont Saint-Odile. Parmi les survivants, une hôtesse de l'air. Ce moment où je reprends connaissance, c'est que je suis assise finalement par terre dans la forêt, dans la neige, et qu'il fait nuit, et que l'avion est à côté de moi et qui prend feu. Et là, je n'ai pas encore retrouvé mes esprits, je ne comprenais pas. Je croyais que j'étais dans un cauchemar. L'avion a disparu des écrans radars.
À l'aéroport de Strasbourg, le vol Air Inter 5148 est annoncé en retard. Parmi les familles, l'inquiétude grandit. Ce n'est que vers 20h30 que les premières informations filtrent. On nous annonce que l'avion a disparu des écrans radars. Sans plus de détails d'ailleurs, puisque je me souviens parfaitement qu'une personne a demandé s'il avait été détourné et qu'on ne l'a pas démenti. Pendant ce temps, le plan Sater et le plan Rouge sont déclenchés. Mais les hommes restent cantonnés sur le secteur de Bar dans l'attente d'informations plus précises sur la localisation de l'avion. Ce n'est qu'à partir de 22h que les différentes équipes de recherche se déploient sur le secteur de la Blosse. Ce sont 2 habitants de la région, intrigués par une odeur de kérosène, qui les premiers vont trouver la carcasse et les survivants. Les rescapés pensaient qu'on était les secours, qui étaient tout contents de nous voir, c'est normal. Mais jusqu'à ce qu'on a pu faire comprendre qu'on n'était pas les secours, que les secours viendront plus tard. Ils sont rejoints par des journalistes. Alertés, les secours arrivent sur les lieux plus de 4 heures après le crash. 11 personnes sont évacuées, 2 passagers décèdent lors de leur transfert et dans cette nuit de cauchemar, un miracle, une petite fille de 13 mois est indemne. Dès le lendemain, dans un enchevêtrement de tôles et d'arbres, les enquêteurs mènent les premières investigations. Vous en avez j'en ai 600. La justice ne donnera aucune explication sur les causes de l'accident tant que le rapport des experts judiciaires n'est pas déposé. Donc pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En réalité, l'instruction durera 13 ans, au gré des innombrables expertises et contre-expertises. Un contrôleur aérien et 5 dirigeants d'Air Inter, de l'aviation civile et d'Airbus Industrie vont comparaître pour homicide et blessures involontaires. C'est donc à partir de demain que la facture de gaz va augmenter, une hausse des tarifs de 5,8%, une revalorisation qui s'ajoute aux augmentations précédentes, en cause notamment l'envolée des prix du baril, le prix du gaz étant indexé sur celui du pétrole. Christelle Marty. Voici un geste qui coûte de plus en plus cher. Les 11 millions d'abonnés au gaz vont encore voir leur facture s'élever. Une augmentation prévue initialement le 1er avril qui sera effective dès demain. Depuis quelques mois, le tarif du gaz ne cesse de bondir. Plus 4% au 1er juillet 2005, 2,5% au 1er septembre, 12% le 1er novembre et 5,8% à partir de demain, soit près de 25% de hausse en 9 mois. Une envolée du coût du gaz, conséquence directe de la flambée du pétrole, car les prix du gaz sont indexés sur ceux du baril. Les producteurs de gaz, pour protéger leurs marges, tout en restant compétitifs, s'alignent depuis les années 60 sur les cours du pétrole, leur principal concurrent. Malgré la hausse des prix, le gaz est le mode de chauffage le plus économique. Comptez 828 € par an, pour une maison chauffée au fioul, 991 €, 1300 € si elle est chauffée à l'électricité. Petite consolation pour les consommateurs, a priori, il ne devrait plus y avoir de nouvelles hausses avant 2007. La fête du travail avec les traditionnels défilés du 1er mai. Après l'union sacrée contre le CPE, les syndicats ne montreront pas tout à fait la même unité. Des défilés à géométrie variable autour d'un thème, la lutte contre les précarités. Une journée internationale des travailleurs qui reflète le combat social depuis plus d'un siècle, comme nous le raconte François Baudonnet. On l'a oublié, mais l'histoire du 1er mai, symbole des luttes ouvrières, c'est celle de vrais combats, d'ouvriers chargés par la troupe, de blessés et souvent de morts. Tout commence en mai 1886 à Chicago. 400 000 ouvriers grévistes réclament la journée de 8 heures. Une bombe explose, des policiers sont tués, 4 syndicalistes jugés puis pendus. Ils étaient innocents. 3 ans plus tard à Paris, le 2e congrès de l'Internationale socialiste fait du 1er mai la journée mondiale des travailleurs. Celle qui fait peur à la bourgeoisie, aux patrons. À l'approche du 1er mai 1906, par exemple, les beaux quartiers de la capitale sont évacués. Clémenceau, le radical, alors ministre de l'Intérieur, craint l'insurrection. Il mobilise 50 000 dragons. Il y aura 800 arrestations. Le repos hebdomadaire obligatoire et la journée de 8 heures adoptée, vient alors l'heure du Front populaire et du 1er mai 1936. Où le mouvement social prit une acuité jamais atteinte avec les occupations d'usines et le gouvernement de Léon Blum. La France découvre alors les conventions collectives et surtout les premiers congés payés.
Légalisée sous Pétain, la célébration du 1er mai reprend à la Libération. Elle fait de ce jour un jour chômé, mais payé. Dans les années 60 puis 70, les défilés sont définitivement pacifiés et les syndicats français, alors très représentatifs, commencent pourtant à perdre militants et influence. Le 1er mai 2006 sera celui de l'après-CPE. Et la CGT veut croire qu'elle mobilisera de nouveau. J'espère que les salariés, les jeunes et les moins jeunes, continueront à l'occasion du 1er mai de marquer leur exigence sur les revendications sociales. Mais cette année encore, l'unité syndicale ne sera pas au rendez-vous. Ce 1er mai pourrait bien ne pas entrer dans l'histoire. Politique avec en campagne Ségolène Royal qui a profité de son déplacement dans le Pas-de-Calais pour montrer sa détermination face aux critiques au sein même du PS. Mais surtout, Ségolène Royal, à travers l'affaire Clearstream, a appelé au retour des valeurs morales au plus haut sommet de l'État. Bruno Timsit et Dominique Mas. Et voilà, c'est fait, on peut applaudir, c'est fait. Elle a pris goût au passage obligé des campagnes électorales. De plus en plus candidate à l'investiture socialiste pour la présidentielle, Ségolène Royal sait que sa visite dans le Pas-de-Calais, première fédération socialiste, est capitale. Ah, madame Ségolène, enchantée. Celle à qui ses adversaires reprochent de ne pas suffisamment prendre position, attaque le gouvernement sur l'affaire Clearstream. Il faut retrouver ce sens des valeurs morales au plus haut sommet de l'État. Parce qu'en effet, l'exemple vient d'en haut. Il y a 2 mois, dans le Pas-de-Calais, l'accueil avait été glacial de la part de certains élus socialistes, soutien de Jack Lang, député de Boulogne-sur-Mer et candidat lui aussi. Les partisans de Ségolène Royal l'ont réinvité pour une session de rattrapage. Il y a 2 mois, je lui ai dit que je n'avais pas apprécié certaines positions. Pour convaincre, dans ce pays minier, Ségolène Royal met la barre à gauche. Contrairement à Lionel Jospin en 2002, son projet sera socialiste, dit-elle. Ségolène Royal veut faire taire les critiques au sein de son propre camp. Sans doute que ces critiques sont là comme une espèce de manière d'éprouver mon sang-froid, d'éprouver mon courage. Eh bien, du courage, j'en aurai. À 6 mois de la désignation du candidat socialiste à la présidentielle, la favorite des sondages veut montrer que le phénomène Ségolène Royal n'est pas qu'un feu de paille. Quant à François Hollande, qui était à Pointe-à-Pitre, il a réclamé que toute la vérité soit faite sur l'affaire Clearstream. Il s'est exprimé en ces termes. On écoute le premier secrétaire du PS. Nous sommes dans une situation invraisemblable, inacceptable, insupportable. On apprend aujourd'hui qu'il y a des complots qui sont organisés par des membres du gouvernement contre d'autres membres du gouvernement. Et c'est toute l'autorité de l'État qui est aujourd'hui mise en cause. Et je demande, c'est normal que toute la vérité soit faite par la justice et qui ne doit pas être entravée. Et aujourd'hui, l'audition de Dominique de Villepin s'impose, car nous devons connaître ce qui s'est produit exactement, quelle est l'ampleur de la manipulation. L'actualité à l'étranger avec une nouvelle manifestation des anti-guerres à New York. Près de 300 000 personnes, selon les organisateurs, ont réclamé le départ immédiat des troupes basées en Irak dans le cortège de nombreuses personnalités comme le révérend Jesse Jackson ou encore l'actrice Susan Sarandon. D'autres manifestations sont prévues pour faire pression sur la Maison-Blanche jusqu'aux élections parlementaires de novembre prochain. Autre mobilisation demain 1er mai aux États-Unis en faveur des sans-papiers. La communauté hispanique représente aujourd'hui 40 millions de personnes et forme la plus grande minorité. Exemple dans le Colorado, à Greeley, où ils sont près de 40%, un flux qui ne cesse d'augmenter. Reportage Pascal Golomer, Tristan Lebras. Une petite ville bien tranquille, perdue au fin fond du Colorado. Greeley, 80 000 habitants, ressemble fort à cette Amérique profonde qui n'a guère changé au fil des années et dont on parle peu. Mais à première vue seulement. Il suffit d'entrer dans l'école primaire Bobby Martinez pour comprendre que plus rien n'est comme avant. Ce sont des petits Américains qu'on croise dans les couloirs, mais leurs parents sont venus du Mexique et la plupart d'entre eux s'expriment en espagnol à la récréation. Nous sommes en plein centre-ville, devenu depuis 15 ans le cœur du quartier latino. Quand j'ai été nommée dans cette école il y a 8 ans, les enfants qui ne parlaient qu'espagnol à leur arrivée représentaient 55% des élèves. Aujourd'hui, le chiffre a grimpé à 82%. Cela donne une idée de la progression très rapide de la communauté. Aujourd'hui, à Greeley, près de 40% des habitants sont hispaniques, avec ou sans papier.
D'abord ouvriers agricoles dans les années 80, ils sont désormais présents dans tous les secteurs, à commencer par le commerce. Nous sommes pourtant à près de 1500 km de la frontière. Demandez à voir le plus bel exemple de réussite, on vous indiquera forcément Gerardo et sa fabrique de tortillas. Arrivé du Mexique il y a 20 ans pour travailler à l'abattoir local, il a créé sa petite affaire qui aujourd'hui prospère. Une quinzaine de salariés. Dans quelques semaines, il déménage dans des locaux 4 fois plus grands. La demande ne cesse d'augmenter dans toute la région, y compris chez les commerçants non hispaniques. Les magasins américains aussi s'intéressent aux clients mexicains. Ils ont bien compris que les latinos travaillent beaucoup, qu'ils gagnent bien leur vie et qu'ils aiment bien manger, bien boire et faire la fête. Et du coup, ils dépensent beaucoup d'argent quand ils font leurs courses. Travailler, consommer, beaucoup de latinos de Greeley veulent aussi peser politiquement désormais. Sylvia Martinez est leur porte-parole. Née aux États-Unis, elle défend aujourd'hui les sans-papiers à coups de manifestations et de pétitions. Depuis quelques semaines, le mouvement s'amplifie, comme partout ailleurs dans le pays. Nous réalisons que nous, les latinos, serons bientôt la majorité dans ce pays. Nous ne serons plus négligés ni oppressés. Mais c'est dès maintenant qu'il faut réagir. Bien sûr, dans une petite ville de province, c'est plus difficile, plus timide qu'à Los Angeles ou à Phoenix. Mais Greeley vit aussi à l'heure du réveil de la communauté latino. Aux États-Unis toujours, lors du traditionnel dîner des correspondants de la Maison-Blanche à Washington, George Bush et son sosie ont offert un numéro très applaudi, une parodie, où se sont glissées sans doute quelques vérités. Samasoula. Tout le gratin de la presse est là. C'est la sacro-sainte soirée annuelle des correspondants de la Maison-Blanche. Entre eux et George Bush, ce n'est pas tous les jours le grand amour. Le président américain a donc choisi de rire de lui-même en se lançant dans une parodie de son inimitable style de gaffe, assisté d'un sosie. Ok, c'est bon. Soyez cool. Style cow-boy texan, erreur dans les sigles, incapacité à articuler un mot de 5 syllabes, tout y passe. Nous devons soutenir le traité de non-prolifération dicté non seulement par les sessions de l'AIAEO, mais aussi par des canaux intersexuels. Et George Bush nommait pas sa plus remarquable spécialité, les pléonasmes. Je continue à promouvoir notre agenda à travers le monde et même internationalement. Et le président américain de laisser le soin à son sosie de régler ses comptes au passage. Certains de mes détracteurs dans la communauté internationale me disent arrogant. Je ne leur ferai même pas l'honneur de leur répondre. Qu'ils aillent se faire voir. Voilà donc George W. Bush dans une étonnante tentative de réconciliation avec une presse qui ne manque jamais de le railler. Trêve d'un soir. Alors que l'Iran est bien décidé à poursuivre son programme nucléaire, Israël a décidé de lancer cette semaine un satellite espion qui lui permettra de surveiller au plus près les activités de Téhéran. Pour l'État hébreu, les ambitions nucléaires iraniennes sont une menace potentielle pour l'existence même d'Israël. Laurent Boussier. Lancé cette semaine d'un centre spatial russe, Eros-B, le nouveau satellite espion israélien n'aura donc pratiquement qu'une mission, surveiller l'Iran, détecter le moindre changement visible sur ses sites nucléaires. Techniquement, c'est un petit satellite de 350 kg qui, à 500 km d'altitude, pourra, pendant des années, passer au-dessus de l'Iran toutes les 90 minutes. Avec Eros-B, vous pouvez voir tous les objets de plus de 70 cm, ce qui veut dire évidemment de très petites structures, plus petites que des immeubles ou des voitures. Stratégiquement, Eros-B est l'arme dont Israël a peut-être aujourd'hui le plus besoin. Pour les militaires comme pour le gouvernement, le programme nucléaire iranien est une menace potentielle pour l'existence même d'Israël. C'est vital pour Israël. Comme vous le savez, l'Iran a déclaré son intention de détruire Israël. Ils sont en train d'acquérir l'arme nucléaire. Pour nous, c'est vital de savoir exactement ce qui se trame là-bas. Mise au point par les industries aéronautiques israéliennes, Eros-B permettra donc à l'État hébreu d'avoir sur l'Iran une capacité de renseignement spatial autonome. L'utilisation opérationnelle de ce nouveau satellite espion n'est qu'une arme de plus dans la panoplie que Tsahal, l'armée israélienne, déploie face à la menace iranienne. Depuis de longs mois déjà, une batterie de missiles antimissiles est en alerte permanente et des avions de chasse à long rayon d'action s'entraînent quotidiennement pour éventuellement aller frapper l'Iran.
En France, cette semaine qui s'ouvre avec à l'ordre du jour la protection de l'enfance. Mercredi prochain, un projet de loi devrait être présenté au Conseil des ministres. Il insistera sur la nécessité d'agir en amont, la prévention dès que possible, c'est-à-dire dès la grossesse. Reportage Laetitia Legendre, Marie Cazot. Jouer avec sa fille, tisser une fragile complicité, tout ça Cindy a dû l'apprendre, jour après jour. Sa petite fille est arrivée très tôt dans la vie de cette adolescente, trop tôt. À 15 ans, Cindy, peu entourée, ne savait pas forcément s'occuper d'un enfant. Alors pour des raisons de sécurité, un juge lui a retiré la garde de sa fille durant quelques mois. Les gens de mon entourage me donnaient des mauvais conseils en fait. Et moi j'étais jeune, il fallait que je ne savais pas de manquer à qui. Et j'ai compris que oui, c'était des mauvais conseils. L'amour ça rend aveugle en fait, hein. C'est ça, hein. On ne voit pas le danger. Il faut être lucide, tout simplement, pour aimer et faire attention. T'as fini de manger? Savoir aimer mais aussi protéger son bébé. Cindy l'a bien compris. Elle a pu retrouver sa fille en acceptant d'être accompagnée et hébergée dans une famille d'accueil. Des conseils, de l'écoute. Ici, l'adolescente apprend, comme tant d'autres avant elle, le dur métier de mère. Merci. Pour certaines, l'enfant qui est là n'est pas forcément désiré. Donc fatalement, il y a une contrainte où c'est pas l'amour qu'on aurait pour un enfant qu'on fait parce qu'on veut un enfant. Développer les alternatives au placement en foyer, mais aussi renforcer la prévention. C'est tout l'enjeu du projet de loi sur la protection de l'enfance. Le centre hospitalier de Nantes accueille dans un service spécifique les femmes enceintes en difficulté sociale, psychologique ou médicale. À la maternité à Nantes. Depuis des années, il pratique un entretien au 4e mois de grossesse pour repérer d'éventuelles fragilités chez ses futures mères. Est-ce que dans votre enfance, vous avez été victime de violences, de problèmes de... Non, jamais. L'occasion de nouer une relation privilégiée avec ces femmes, souvent plus réceptives durant leur grossesse. Un suivi personnalisé et un entretien que le gouvernement entend généraliser à toutes les futures mères. Quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas de conjoint et que c'est ce petit bébé qui crie, je pense qu'on n'est peut-être pas forcément très maltraitant, mais déjà on n'est pas bien traitant et on peut devenir maltraitant parce que les cris vous exaspèrent. Tu tiens là ? Retrouver confiance, apprivoiser la patience, Cindy a des rêves simples. Emménager dans un appartement de l'association avec l'aide des éducateurs. Son avenir, c'est avec sa fille, désormais, qu'elle souhaite le construire. L'introduction d'ours slovènes dans les Pyrénées n'en finit pas de mobiliser les opposants qui ont organisé plusieurs barrages en Haute-Garonne et dans l'Ariège. Des bergers et des bûcherons sur le qui-vive. Jean-François Firet et David Bress. Ni cloche, ni pétard pour effrayer l'animal. Pas non plus de blocage total de la circulation. Le barrage est filtrant. Patiemment, sur le bord de la route, les anti-ours attendent. Ils attendent le convoi qui emmènerait un 3e ours vers les montagnes pyrénéennes. Selon leurs informations, un nouveau lâcher aurait lieu ce soir. Ils font tout pour l'empêcher. Ici, parce que bon, c'est le passage pour monter à l'hospice de France, la glaire et partout par là. Et puis on a un autre barrage de l'autre côté, qui passe pour le lâcher par le Bonneuf et par là. Quoi. Depuis ce matin, plusieurs dizaines d'anti-ours font le pied de grue à Luchon, à Massat et comme ici à Arbas. Selon eux, les sites qui pourraient prochainement accueillir un plantigrade. Chaque fois de petites mobilisations, mais beaucoup de détermination. Madame Hollin a dit aux journalistes catalans, ces gens-là sont indignes d'être français. Et bien les Français pyrénéens, indignes et imbéciles, vont empêcher l'ours par tous les moyens. C'est-à-dire faire quoi exactement? On ne peut pas tout vous dire non plus. Prêt à tout. Voilà. Prêt à tout. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En début de semaine à Arbas, ils avaient gâché la fête en l'honneur de Paluma. L'ours avait dû être relâché en toute discrétion, 45 km plus loin. Avant-hier, un 2e ours, Franska, était à son tour relâché. Un faux convoi avait leurré les manifestants. Les pouvoirs publics n'ont pas confirmé l'arrivée ce soir d'un 3e plantigrade. Seule certitude, 3 autres seront lâchés avant l'été. À Arcachon, le blocage du port continue, ce qui perturbe toujours les plaisanciers pendant ce long week-end du 1er mai. Aujourd'hui, la réunion de conciliation entre la préfecture et les pêcheurs a été annulée. Ailleurs, les plaisanciers attendaient une éclaircie pour sortir en mer. À Saint-Malo, la météo n'était pas de la partie. On en a profité pour préparer les bateaux en prévision des beaux jours, même si quelques impatients ont tout de même pris la mer. Romuald Bonan, Fabien Delory.
Les rayons de soleil sont encore timides pour ce long week-end du 1er mai. Qu'importe, sur les côtes de Bretagne, c'est déjà le signal du départ. Une saison de plaisance avec ses incontournables préparatifs. C'est le mot, c'est galère. C'est trop d'un coup, ou alors il faut entretenir le bateau régulièrement tous les ans. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de l'eau et là, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Est-ce que tu pourrais passer sur le ponton B, bravo? Alors, pour Charles-Édouard, les jours sont désormais plus longs aussi à la capitainerie. Car les bateaux, laissés en sommeil durant l'hiver, retrouvent peu à peu leurs propriétaires, tous forcément impatients de regagner la mer. Au niveau des carénages, il y a tout de suite un peu plus d'activité. Au niveau des sorties de l'eau même, nous aussi on fait beaucoup plus de sorties et de mise à terre dès que le printemps arrive. Au fil de l'eau, 5 mois de liberté qui s'annoncent pour les plaisanciers à moteur et les amateurs de voile. Première sortie en mer, alors on savoure. Ça c'est les premières sorties, la deuxième de l'année. Il n'y a pas trop de mer, il y a un petit vent bien sympa, le bateau passe bien, on n'a pas eu de soucis là. La plaisance pour goûter à tous les plaisirs de l'eau de mer à nouveau. L'eau est un peu froide encore, elle n'est pas à 12 degrés. Quand elle sera au-dessus de 12 degrés, les barres vont se mettre à chasser et là ça va être intéressant. Encore froide certes, mais comment s'empêcher de se jeter à l'eau? Il faudrait qu'il fasse plus chaud et que la mer soit plate pour que ce soit mieux. Pour tout le monde, les premiers échauffements, comme un avant-goût de saison estivale. L'actualité sportive avec la finale de la Coupe de France et la victoire hier du Paris Saint-Germain qui a battu Marseille 2-1 au Stade de France. 2 buts de Bonaventure Kalou et de Vikash Dorasso ont offert cette 7e Coupe de France au PSG. Premier but dès la 6e minute de jeu. Les Marseillais, eux, ont espéré un moment en réduisant la marque avec un but de Maoulida qui a ramené le score à 2-1. Les supporters du PSG qui évidemment ont fait la fête hier soir à Paris sur les Champs-Élysées, ambiance beaucoup plus morose à Marseille. Globalement pour cette rencontre à haut risque, pas d'incident majeur, tout de même une quarantaine d'interpellations avant le début du match. Philippe Visserias, Christian Gallet. Les Champs-Élysées aux couleurs du Paris Saint-Germain. Dès la fin du match, ils sont plusieurs centaines à converger place de l'Étoile. Une joie bon enfant, pas de casse, pas d'affrontement. Des supporters du PSG, simplement heureux d'avoir vaincu leur meilleur ennemi. C'est Paris là! Et en plus contre Marseille! Ils nous ont fait douter toute la saison, mais quand même, c'était la plus belle chose qu'ils pouvaient nous offrir. La victoire. La victoire et la coupe, brandie au cœur de Paris. Il est alors 1h30 du matin à l'hôtel de ville et le maire Bertrand Delanoë résume le sentiment général. Du côté marseillais, silence de plomb à la sortie du Stade de France. Autour des 30 000 fans de l'OM, un dispositif policier impressionnant a permis de limiter les affrontements. Bilan, quelques blessés, 31 gardes à vue. RER, puis TGV direction Marseille, et toujours le même silence. Au petit matin, c'est la gueule de bois. La SNCF et son personnel d'accompagnement vous souhaitent une bonne journée. Difficile à encaisser. Même désillusion pour ceux qui sont restés à Marseille. Pourtant, ils sont des milliers au stade Vélodrome devant un écran géant ou dans les cafés sur le Vieux-Port. Déplorable, on nous refuse un pénalty à la première mi-temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Cette coupe, ils la voyaient déjà à Marseille. Leur déception n'en est que plus forte. Après Zinedine Zidane qui a annoncé sa retraite après le mondial, c'est Vicente Lizarazu, l'ancien défenseur de l'équipe de France et actuel joueur du Bayern de Munich, qui a annoncé aujourd'hui son intention de raccrocher les crampons à la fin de la saison. Tradition oblige, le muguet du 1er mai chez les fleuristes et les vendeurs à la sauvette qui vont se retrouver aux 4 coins des grandes villes. Un brin de muguet qui porte bonheur. Certains sont allés le chercher dès aujourd'hui dans les bois. Reportage dans l'Ain, Stéphanie Labrousse, Thierry Simonet. Pour repérer du muguet, vous constaterez qu'il y a des signes qui ne trompent pas. En cette veille de 1er mai, voilà donc les bois de Léman très prisés comme à l'habitude par les familles de la région. Et tout le monde ici, y compris les enfants, sait comment découvrir les plus beaux spécimens. Déjà voir le sol. S'il est mouillé, s'il est humide plutôt, déjà c'est peut-être par là, vers des arbres plutôt. Et puis chercher où il y a les feuilles de muguet. Les feuilles et surtout les brins.
je l'ai prise. De ceux qui seront offerts, voire vendus, qui sait demain, dans les rues. Mais pour la plupart de ces cueilleurs du dimanche, venir dans ces bois est synonyme de plaisir simple. Bon, ben, on perpétue les traditions et puis ça fait du bien et ça fait prendre l'air. On voit beaucoup de choses dans les bois. Voilà. Sur ces terres où le muguet sauvage est roi, il y a de quoi cueillir, même si le froid a quelque peu retardé la floraison. Au point qu'Hubert Louis a fait une sacrée récolte à lui tout seul, des brins qui seront offerts à la fête du muguet de Chalamont demain. Il y en a combien là? Là, combien il y en a? Alors je peux pas vous dire, moi. Je peux pas des mille et des mille, là. Le muguet est une fierté par ici, autant qu'une tradition à laquelle les fleuristes ne dérogent pas. 8 € pour cette petite composition, mais le muguet, on l'aime aussi comme ça. Ça porte bonheur? J'espère. C'est tout ce qu'on souhaite. Un bonheur que tout le monde souhaite partager. Même ces religieuses infirmières sont venues cueillir des bouquets pour les malades. Jolis brins dont on espère décidément tant de joie. La fête des plantes à Saint-Jean-de-Beauregard pour cette 21e édition. Les plantes et jardins qui n'ont pas besoin d'eau tiennent la vedette. Un thème de saison alors qu'on parle de sécheresse ici ou là. Reportage Marie Cros. Toute l'année, ils ont semé, bouturé, divisé graines et fragments végétaux afin de livrer leur petit jardin secret au grand public. Et maintenant, mets ton nez dedans pour voir. Ça sent comment? Bon. Soigneusement sélectionnés, Fleurs et Plantes offrent un florilège de formes et de couleurs. Oui, mais voilà, le raffiné Magnolia aura beau faire, cette année ce sont les plantes adaptées à la sécheresse les vedettes. Avoir la main verte, c'est aussi penser au changement climatique. C'est un problème qui va être absolument universel dans les années qui vont venir et donc je pense qu'il faut commencer à y réfléchir. Mais on peut avoir de très très jolis jardins avec des plantes peu consommatrices d'eau. Pénurie d'eau, record de température, la sécheresse de l'été dernier a mis à rude épreuve l'horticulture. Pour Didier Denis, pépiniériste dans le Morvan, la solution est simple, il faut savoir s'adapter aux caprices de la nature. Dans la nature, il y a des plantes pour tous les coins. Dans un jardin, je crois que c'est la même chose. Si on veut que ça marche sans arroser, on va s'inspirer de la nature et on va prendre des plantes qui, dans la nature, poussent dans des coins secs et on va les mettre dans nos jardins. Comme ça, on n'aura pas besoin de les arroser. Et parce qu'elles demandent un minimum d'entretien pour un maximum de plaisir, les belles rustiques ne déplaisent pas aux visiteurs. Quand on travaille toute la semaine, c'est vrai que de ne pas avoir la corvée d'arrosage trop souvent, c'est plus facile quand même. Toutes les plantes qui sentent bon nous plaisent. Une promenade printanière pour que germe une idée, jardiner sans gaspiller, histoire de laisser à la prochaine génération la chance de retrouver un jour le parfum de son enfance. Le Puy du Fou offre cette saison un nouveau spectacle, Le Mousquetaire de Richelieu, dans un théâtre de la démesure, le plus grand théâtre privé de France. 3000 spectateurs et une scène gigantesque qui utilise les moyens techniques les plus performants. Michael Repars, Fabien Tormos. Le Mousquetaire de Richelieu, une épopée d'aventure romanesque de 40 minutes dans le plus grand théâtre privé de France. Un spectacle innovant aux technologies de pointe. Jamais le Grand Parc du Puy du Fou n'a monté un projet aussi ambitieux. On est en plein milieu du Grand Carrousel. On peut juste dire que c'est une salle gigantesque, 3000 places assises, le rideau le plus grand du monde puisqu'il fait plus de 950 mètres carrés. On est sur une scène qui fait plus de 5 terrains de tennis et puis on a des décors géants qui se déplacent, vous pouvez le voir derrière moi. La façade du théâtre de style 17e est imposante. Elle est entourée de jardins à la française. Pour en arriver là, il leur a fallu 5 années d'études et de conception. Le théâtre et son carrousel ont été réalisés en un temps record, 14 mois seulement. C'est une grande structure de 70 mètres de portée. Nous pouvons accrocher 40 tonnes de matériel entre le son, la lumière, la machinerie, les effets spéciaux. Et nous avons travaillé ici avec beaucoup de bureaux d'études, beaucoup d'architectes ici même au Puy du Fou. Une construction spécifique, vraiment adaptée au scénario. À l'intérieur de la salle, tout a été fait pour rappeler l'ambiance des théâtres de cette époque. Le spectacle réserve aussi quelques surprises, comme le final réalisé sur un miroir d'eau. Le sol de la scène est inondé. Ce théâtre vient à peine d'ouvrir ses portes que des producteurs de télévision s'intéressent déjà à ses caractéristiques techniques hors normes. Ce nouveau spectacle aura coûté 10 millions d'euros, entièrement financé par le parc du Puy du Fou.
À Venise, le Palazzo Grassi, racheté par François Pinault, a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Plus de 200 œuvres et 40 salles rénovées pour cette exposition d'art contemporain qui sera renouvelée très régulièrement. Gérard Grisbeck sur place et Karine Guillaume. Lorsque la brume enveloppe Venise, la ville semble avoir perdu tous ses repères. Mais les touristes n'en ont cure. Pour ce long week-end, ils ont envahi la Cité des Doges et bien sûr ses musées. Le tout dernier est le Palais Grassi, bâtisse du XVIIIe siècle au bord du Grand Canal, racheté par François Pinault et qui a ouvert ses portes ce matin. Il faut fouler la première œuvre pour entrer dans l'exposition. Je me demandais si c'était une œuvre d'art, nous dit cet homme, mais je n'ai vu aucune indication. Je me demande si j'aurais dû marcher dessus. Mais bon, non, je pense pas que ça va lui faire du dégât, je crois pas. Et puis chacun passe sous ses gouttes de pluie pour découvrir 200 œuvres dont certaines sont déjà connues, comme le Mao d'Andy Warhol ou cet éléphant. Lui est perplexe. Normal, on nous avait appris que dans le cochon tout est bon, alors un cochon paisible qui fait de beaux rêves, c'est perturbant. Écoutez, c'est déconcertant. Mais c'est un cochon sympathique. Déconcertant aussi, ce petit enfant que l'on a puni, mis au coin. Et lorsqu'on s'approche, le monstre est là. C'est surtout dérangeant de voir que c'est un petit garçon de dos et que c'est Hitler de face. De face, il fait toujours peur. Alors la visite se termine ici par un exercice d'expression libre sur une œuvre d'art. Au début, je ne savais pas si on avait le droit de toucher, puis j'ai vu des gens commencer à graver. Je me suis dit pourquoi pas moi. On connaissait le slogan de 68, il faut prendre ses rêves pour la réalité. Eh bien ici, un artiste a écrit, les rêves ne se réalisent pas sans rien faire, il faut leur courir après. La disparition de Jean-François Revel, philosophe, écrivain et journaliste, membre de l'Académie française. Il est mort à l'âge de 82 ans. Il avait pris la direction de l'Express en 1978 et pendant 3 ans. Parmi la trentaine d'ouvrages qu'il a écrits, on retiendra Le Moine et le philosophe, dans lequel il dialoguait avec son fils bouddhiste Mathieu Ricard. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo d'Isabelle Martinet. 20h50, FBI porte disparu. Excellente fin de soirée sur France 2.